L'otite moyenne aiguë est l'une des infections les plus fréquentes chez les enfants et de ce fait l'une des raisons principales de prescription des antibiotiques. C'est une inflammation aiguë de revêtement conjonctif ou muqueux de l'oreille moyenne. Il s'agit d'une infection bactérienne, le plus souvent. Le diagnostic et clinique repose sur des signes fonctionnels et généraux et sur un bon examen otoscopique. L'évolution de l'OAMA est le plus souvent favorable. Concernant le rappel anatomophysiologique de l'oreille moyenne, on a déjà parlé sur ça dans le cours des otites moyennes chroniques. Je note qu'il y a une particularité chez les enfants concernant la trompe de Stache. Elle est courte, souple et brillante et sans rétrécissement isthmique. La maturation tubaire est terminée vers l'âge de 6 et 7 ans, ce qui explique la fréquence des otites moyennes aiguës chez les enfants. L'otite moyenne aiguë résulte d'une interférence entre une charge microbienne, virale ou bien bactérienne, et une réaction immunitaire. Tous les facteurs favorisant l'otite moyenne sont liés à cette interférence. Les facteurs liés à l'hôte, par exemple l'âge, la prédisposition génétique et l'atopie, potentialisent l'altération du système immunitaire, tandis que les facteurs liés à l'environnement, par exemple les crèches, saison automno-hivernale, interfèrent sur la charge microbienne. Parmi les facteurs de l'environnement qui favorisent les otites moyennes aiguës, on a premièrement les crèches, deuxièmement le tabagisme passif qui a un retentissement sur l'activité des cils, troisièmement le faible statut socio-économique et la succession prolongée de la titine. Les facteurs liés à l'hôte, on a premièrement les facteurs génétiques comme la trisomie 21 qui présente de nombreuses malformations et les fentes vélaires ou bien vélopalatines. C'est une communication entre la cavité buccale et les cavités nasales. C'est un facteur qui favorise la propagation des germes à partir de la cavité buccale vers le rhinopharynx, ensuite vers la trompe de Stache. Deuxièmement, l'hypertrophie des végétations adénoïdes. L'abondance de tissu lymphoïde au niveau du cavum joue le rôle d'un foyer obstructif et inflammatoire. Et finalement, les infections virales respiratoires à répétition. Le seul facteur protecteur, c'est l'allaitement maternel, suivi au moins pendant 3 mois. Les OAMA touchent essentiellement l'enfant de sexe masculin et de la race blanche, avec un maximum de fréquence entre 6 et 24 mois, et surtout durant la période automno-hivernale. Le mécanisme classique de cette pathologie est celui de l'infection virale rhinopharyngée qui aura pour conséquence une inflammation et œdème de la muqueuse rhinopharyngée et de la trompe de Stache. Ceci va favoriser les sécrétions rhinopharyngées dans l'oreille moyenne et entraver le drainage des sécrétions de l'oreille moyenne. Et par conséquent, une stagnation des sécrétions au niveau de l'oreille moyenne qui favorise la pullulation microbienne. La trompe de Stache joue un rôle primordial dans cette infection. En effet, la voie nasotubaire, c'est-à-dire la propagation de l'infection à partir du cavum à travers la trompe de Stache vers l'oreille moyenne, est le mode de contamination le plus fréquent du LOAM. La voie hématogène est rare et se voit surtout dans certaines infections sévères, bactériennes ou bien virales, telles que la rougeole.
Une infection virale du rhinopharynx est généralement la cause déclenchante d'une atteinte de la muqueuse de la caisse de tympan, donnant une OAMA congestive. Ainsi, de nombreuses OAMA sont d'origine virale, mais la surinfection bactérienne est retrouvée dans 60 et 70% des cas. Les otites moyennes aiguës sont le plus souvent des infections monomicrobiennes. Leur bactériologie est en constante évolution. Actuellement, les germes les plus fréquents sont l'Haemophilus influenzae dans 40% des cas, le Streptococcus pneumoniae dans 30% des cas et le Moraxella catarrhalis dans 10 à 15% des cas. Ces germes posent un problème de résistance croissante aux antibiotiques. Chez l'enfant de moins de 3 mois, on peut retrouver également le Staphylococcus aureus et le Pseudomonas aeruginosa. On a choisi comme un type de description, c'est l'OAMA du nourrisson. On commence par l'interrogatoire. On va préciser l'âge de l'enfant, le début et le mode d'apparition de la symptomatologie, les antécédents de l'enfant, par exemple des rhinopharyngites, une obstruction nasale et des épisodes d'otite. Pour les signes fonctionnels et généraux de l'otite moyenne sont polymorphes et variables en fonction de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus la symptomatologie est trompeuse. Concernant les signes fonctionnels, on va répartir les signes fonctionnels en deux groupes. On a des signes spécifiques et des signes non spécifiques. Pour les signes spécifiques, premièrement, les otalgies se traduit chez le nourrisson par des pleurs incessants et l'enfant tend sa main vers l'oreille atteinte ou bien la frotte contre le drap. Les otories purulentes apparaissent au stade de perforation tympanique. L'apparition des otories entraîne la sédation de la douleur et la diminution de la fièvre. Pour les signes non spécifiques, qui se trouvent à n'importe quelle infection, on a premièrement la fièvre, entre 39 et 40 degrés Celsius, parfois absente après l'apparition des otories. Les troubles de sommeil et de comportement en rapport avec l'otalgie et les troubles digestifs. Concernant l'examen clinique, on va commencer par l'inspection et la palpation. L'inspection de l'oreille externe à la recherche d'une éventuelle malformation. L'inspection de la région rétro-auriculaire ou bien la région mastoïdienne à la recherche des signes de mastoïdite. L'autoscopie, elles doivent être systématiques car l'OAMA peut aussi être de découverte fortuite. L'examen doit être bilatéral. L'autoscopie peut montrer l'un des 3 stades successifs de l'OAMA. Le premier stade de l'otite moyenne aiguë, c'est le stade congestif. La membrane tympanique de coloration rosée avec dilatation des vaisseaux du manche du marteau. Le deuxième stade, c'est le stade d'otite collectée. La membrane tympanique est épaissie, bombée en partie ou bien en totalité, de coloration rouge vif. Les reliefs et le triangle lumineux disparaissent. Le troisième stade, c'est le stade d'otite perforée. La membrane tympanique est le siège d'une perforation qui peut être totale ou bien subtotale, le plus souvent punctiforme, au sommet d'une voussure localisée surtout au niveau du cadran postéro-inférieur. L'examen de l'oreille contralatérale est systématique car les OAMA chez le nourrisson est bilatéral dans 40% des cas. On va compléter notre examen par un examen ORL complet à la recherche d'une rhinopharyngite ou bien des végétations adénoïdes. Les examens complémentaires devant les otites moyennes aiguës ne sont pas utiles car le diagnostic de l'OAMA est clinique. Pour les formes cliniques de cette pathologie, on a premièrement les formes selon l'âge.
Premièrement, chez le nouveau-né, la symptomatologie est peu spécifique. Elle peut se manifester par des agitations, des vomissements, des convulsions, une hypothermie ou bien une hyperthermie, absence de prise de poids. L'autoscopie chez le nouveau-né est très difficile. Deuxièmement, chez le grand enfant et l'adulte, le maître symptôme, c'est l'eutalgie, un type de coup d'épingle au fond de l'oreille et qui peut être insomniante, associé parfois avec une hypoacousie, des bourdonnements de l'oreille, sensation d'autophonie, instabilité ou bien des troubles de l'équilibre. Deuxièmement, c'est les formes selon l'étiologie. Premièrement, les otites d'origine grippale qui se manifestent par des lésions bulleuses et hémorragiques à l'autoscopie. La parasynthèse est contre-indiquée car risque d'otite nécrosante. Deuxièmement, la scarlatine, c'est une otite nécrosante. Troisième forme, c'est les formes selon le terrain. Les otites moyennes aiguës chez les diabétiques et les immunodéprimés et d'évolution traînante avec tendance à la récidive et la fréquence des complications. Quatrièmement, c'est les formes évolutives. On a deux formes, soit des formes spontanément résolutives ou bien des formes suraiguës débutent d'emblée par des complications. On doit différencier les otites moyennes aiguës des otites externes. Les otalgies dans les otites externes sont spontanées ou bien provoquées par la traction du pavillon et le conduit auditif externe est recouvert de sécrétions purulentes peu abondantes. Deuxième diagnostic différentiel, c'est les méningites aiguës. C'est une inflammation aiguë et isolée de la membrane tympanique sans atteinte de conduit auditif externe ni de la caisse de tympan. La membrane tympanique est épaissie, opaque, rouge et recouverte de flectène. Troisième diagnostic différentiel, c'est les otites séromiqueuses qui fait le diagnostic différentiel des otites moyennes aiguës, surtout dans le stade de collection. L'otite moyenne aiguë est spontanément favorable dans 70% des cas. Ce traitement, la fièvre et l'otalgie disparaissent au bout de 48 heures. Il peut cependant persister un épanchement rétrotympanique aseptique qui régresse en 15 jours à 1 mois et qui ne présente pas de valeur pathologique. Parmi les complications des otites moyennes aiguës, on a premièrement les mastoïdites, c'est l'extension de l'inflammation bien de l'infection vers les cellules mastoïdiennes. Les labyrinthites otitiques, les paralysies faciales périphériques qui sont de bons pronostics. Les complications endocriniennes comme les méningites, les abcès cérébelleux et cérébraux, les thrombophlébies des sinus latérales. Les complications générales comme les déshydratations aiguës et les convulsions hyperthermiques. À long terme, on peut avoir des otites moyennes aiguës récidivantes et des séquelles. L'otite séromiqueuse est la complication la plus fréquente des otites moyennes aiguës. Et on a également les perforations tympaniques séquelaires ou bien persistantes. Le but de traitement d'une otite moyenne aiguë, c'est premièrement lutter contre l'infection, deuxièmement prévenir les complications et troisièmement éviter les séquelles et les récidives. Le traitement médical des OMA est basé sur l'antibiothérapie. Chez l'adulte et l'enfant de plus de 3 mois, l'antibiothérapie est probabiliste durant 8 à 10 jours. On utilise les molécules suivantes. Premièrement, l'amoxicilline et l'acide clavulanique. En deuxième intention, les céphalosporines de deuxième génération. Et s'il y a une allergie, on a recours à l'érythromycine. Chez l'enfant de moins de 3 mois, l'antibiothérapie sera en fonction de l'étude bactériologique des autorés. Les autres moyens médicaux, on a les antalgiques et les antipyrétiques. Les ANS et les corticoïdes, leur intérêt est discuté. Les gouttes auriculaires antalgiques et la désinfection rhinopharyngée par le sérum salé. Le traitement chirurgical de l'OMA, c'est la parasynthèse. C'est une incision de la membrane tympanique dans le cadran postéro-inférieur dans un but diagnostique et thérapeutique.
Les indications de la parasynthèse, on a premièrement les OAMA hyperalgiques qui ne répondent pas aux antalgiques. En cas de complications de l'OAMA, c'est OAMA persistante malgré une antibiothérapie bien conduite, l'âge inférieur à 3 mois et le terrain immunodéprimé. Les indications. Pour les OAMA simples, en cas de stade de congestion, le traitement est généralement symptomatique. En cas de stade de collection, on met l'enfant sous antibiothérapie avec des antalgiques et antipyrétiques. S'il y a une persistance des otalgies, on a recours à la parasynthèse. Dans le stade de perforation, le traitement est basé sur l'antibiothérapie et les aspirations des otorrhées. Deuxièmement, pour les OAMA compliqués, on a recours à la parasynthèse avec prélèvement bactériologique et systématique et on met le patient sous antibiothérapie et un traitement spécifique pour la complication. Comme conclusion, les otites moyennes aiguës, c'est une affection fréquente surtout chez les nourrissons. Elle est étroitement liée à une atteinte rhinopharyngée. Ces complications sont devenues rares grâce à l'avènement de traitements antibiotiques.